Je m'appelle Élodie. J'ai 34 ans. Et jusqu'à l'an dernier, je croyais naïvement que le travail récompensait la compétence, la patience et la loyauté. J'étais responsable de communication dans une grande entreprise parisienne, un poste que j'avais mis presque 10 ans à obtenir à coups de nuit blanche, de café froid et de rapports parfaits. J'étais de celles qu'on appelle discrètes mais efficaces, toujours polies, jamais en retard, un sourire mesuré, une élégance sobre. J'aimais ce que je faisais. J'aimais sentir que j'avais ma place. Jusqu'à ce que lui arrive. Monsieur Laurent Derval, le nouveau directeur général. 50 ans, costume sur mesure, montre suisse, regard perçant et voix douce, presque mielleuse. Il s'était présenté comme un homme du dialogue, un leader moderne. Les premiers jours, j'ai voulu le croire. Il m'a complimenté sur mes présentations, sur ma rigueur, sur ma présence tranquille en réunion. Des mots qui, sur le moment, m'ont fait du bien. On n'imagine pas à quel point un simple compliment peut redonner confiance quand on s'est épuisé à prouver sa valeur. Mais très vite, le ton a changé. Les compliments sont devenus plus personnels, plus insistants. Il disait que j'étais rayonnante, que cette couleur de chemisier me mettait en valeur. Au début, j'ai souri poliment, comme toutes les femmes qui savent que le pouvoir d'un homme peut aussi détruire une carrière. Puis il a commencé à m'appeler tard le soir, sous prétexte de vérifier un dossier urgent. Ses messages glissaient doucement d'un ton professionnel à un ton trouble. Il m'envoyait des « Tu es encore au bureau ? Moi aussi, je pense à toi » ou « On devrait dîner pour parler de ton avenir. Tu mérites mieux que ce poste. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre, mais il insistait. Chaque refus semblait attiser son intérêt. Il m'observait en réunion, un regard trop long, trop appuyé. Une fois, il a posé sa main sur mon épaule, comme un geste anodin, mais son pouce a caressé ma nuque une fraction de seconde. Cette seconde a suffi pour que je comprenne. Ce n'était pas une erreur, c'était une promesse, ou plutôt une menace. Pendant des semaines, j'ai essayé d'ignorer, de me concentrer sur mon travail, de garder la tête haute. Mais il avait compris mon silence comme un feu vert. Ses messages se sont faits plus directs. J'aimerais te voir seul ce soir. Tu sais que je pourrais t'aider à évoluer plus vite, non? Sois gentil, et tout le reste suivra. Ces mots-là, je les ai lus un soir de novembre, seul dans mon petit appartement, les mains tremblantes. J'ai voulu hurler, pleurer, démissionner. Mais une autre idée a germé. Si je partais, il recommencerait avec une autre. Si je me taisais, il gagnerait encore. Alors j'ai décidé de me taire, mais différemment. De me taire pour mieux l'écouter. De le laisser parler, écrire, se trahir. À partir de ce jour, chaque message, chaque mail, chaque appel, je les ai gardés. J'ai téléchargé les conversations WhatsApp, pris des captures d'écran, enregistré les messages vocaux. J'ai tout classé, minutieusement, dans un dossier intitulé « Jardin ». Un nom discret, presque poétique, pour cacher ce qui était en réalité une bombe. Je lui répondais parfois juste assez pour qu'il continue sans jamais rien promettre. Je devenais à mon tour une actrice dans sa mise en scène. Je savais qu'il s'y croyait invincible. Et plus il se croyait fort, plus il s'exposait. Puis un jour, il a franchi une limite. Il a fermé la porte de son bureau derrière moi après une réunion, et il s'est approché. « Tu sais que tu es spéciale, Élodie. Je pourrais faire de toi ma directrice adjointe, si tu voulais. » J'ai reculé. J'ai essayé de rester calme. Mais sa main a effleuré ma taille. Son souffle a touché mon oreille. J'ai dit non. Il a souri. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. Celui d'un homme persuadé qu'aucun non ne le concernait. Je suis parti sans un mot, et j'ai su que la guerre avait commencé. Le lendemain, j'ai envoyé un message à moi-même, pour garder une trace. Il m'a touché sans mon accord. Bureau 14 et 3. Puis, j'ai continué à accumuler les preuves. Chaque mot, chaque sous-entendu, chaque promesse. Et plus je rassemblais, plus je me sentais forte. La peur se transformait lentement en colère, puis la colère en lucidité. Je comprenais son système, ses habitudes,
ses cibles. J'ai découvert qu'il faisait la même chose avec d'autres femmes du service, souvent plus jeunes, souvent en CDD. Certaines avaient cédé, d'autres étaient parties. Moi, j'allais rester. J'ai attendu 3 mois, 3 longs mois pendant lesquels j'ai joué le jeu. Polie, souriante, disponible, il pensait m'avoir sous son contrôle. Il me disait parfois « Tu vois, tu as compris comment ça marche ?» Je répondais juste « Oui, monsieur ». Mais dans mon téléphone, la vérité s'empilait. Des messages à double sens, des invitations à l'hôtel, des photos floues qu'il n'aurait jamais dû envoyer. J'ai tout mis sur une clé USB que j'ai glissée dans la doublure de mon sac. Une nuit, j'ai écrit une lettre de 10 pages. Pas à lui, non, à la direction des ressources humaines, au service juridique et à un journaliste d'un grand média que j'avais contacté discrètement. Je n'avais plus peur. Je voulais juste que tout sorte. Le jour où tout a explosé, je m'en souviens comme d'un film. C'était un lundi matin, froid, gris. Il m'a convoqué dans son bureau à 9h30. « On doit parler de ton attitude » m'a-t-il dit, l'air faussement sérieux. Il pensait encore avoir le contrôle. Mais cette fois, c'est moi qui ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les captures d'écran. J'ai fait défiler lentement, sans un mot. Ses yeux se sont écarquillés. Il a compris. Je n'ai pas eu besoin de parler. J'ai juste dit « Tout est sauvegardé. Partout. » Puis j'ai quitté le bureau, laissant derrière moi le silence d'un homme qui, pour la première fois, venait de perdre. 3 jours plus tard, les mails étaient dans les mains de la DRH. Une semaine après, dans celle du journaliste, le scandale a éclaté comme une traînée de poudre. Un directeur accusé d'abus de pouvoir et de harcèlement sexuel. Son nom partout. Le mien, caché, protégé. Les médias parlaient d'une lanceuse d'alerte anonyme. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Je voulais juste qu'il tombe. Et il est tombé. Suspension immédiate. Enquête interne. Licenciement. Puis, plainte officielle. Et cette fois, d'autres femmes ont parlé. Des stagiaires, des employés d'autres filiales. Il les avait toutes fait taire. Mais il suffisait d'une voix pour ouvrir la brèche. Quand je repense à ces mois, je ne me vois pas comme une héroïne. J'étais juste une femme fatiguée d'avoir peur, fatiguée de devoir choisir entre sa dignité et sa carrière. J'ai perdu du sommeil, j'ai perdu du poids, j'ai failli perdre la foi en tout. Mais au bout du compte, j'ai gagné quelque chose de plus grand. La certitude que le silence ne protège jamais les bonnes personnes. Le soir où j'ai appris qu'il avait été condamné à 10 à 8 mois de prison avec sursis, j'étais seul chez moi, devant ma fenêtre. Paris brillait comme si de rien n'était. J'ai souri. Un sourire discret, presque triste. Parce que même dans la victoire, il restait une trace. Ces mois de peur, d'humiliation, d'attente, rien ne les efface vraiment. Mais j'ai compris une chose. La honte change toujours de camp. Et ce soir-là, elle n'était plus sur mes épaules. Depuis, j'ai quitté l'entreprise. J'ai retrouvé un poste ailleurs, plus modeste, mais plus libre. Parfois, on me demande pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai ralenti. Je réponds que j'avais besoin de respirer. Personne ne sait ce que j'ai vécu, et ça me va. Ce secret-là, je le garde pour moi, pas par honte, mais comme une preuve silencieuse que la justice existe, même si elle prend du temps. J'ai toujours cette clé USB, dans une boîte, au fond d'un tiroir. Parfois, je la regarde, et je me dis que ce petit morceau de métal contient plus de pouvoir que toutes les réunions, tous les discours d'entreprise. Il contient ma voix, mes preuves, mon courage. Il contient la chute d'un homme qui pensait que son statut le rendait intouchable. Et parfois, je pense à toutes celles qui n'ont pas pu parler, à celles qui ont dû sourire pour garder leur emploi, qui ont pleuré en silence dans les toilettes, qui ont cru que c'était leur faute. Ce que j'ai fait, je l'ai aussi fait pour elles, même si elles ne le sauront jamais. Parce qu'un jour, quelque part, une autre femme tombera sur cette histoire et se dira peu être moi aussi je peux dire non. Et c'est tout ce que je voulais.
Que mon histoire ne soit pas seulement celle d'un patron déchu, mais celle d'une femme debout, d'une voix qu'on n'a pas pu faire taire. Parce que le pouvoir change de main parfois dans le plus grand des silences. Parfois, la nuit, je repense à la première fois où j'ai entendu son nom. C'était presque banal, un mail interne annonçant son arrivée, une photo officielle en noir et blanc. Je me dis que si j'avais su, j'aurais fermé cet ordinateur, pris mes affaires, et quitté ce bureau pour ne jamais revenir. Mais la vie ne prévient pas. Elle nous place face à des épreuves qui, sur le moment, ressemblent à des murs et qui plus tard deviennent des portes. Depuis cette histoire, je vois les gens différemment. Je remarque les silences, les regards lourds, les sourires forcés. Je devine ce que d'autres ne disent pas, et parfois, je tends la main, discrètement, à une collègue, à une amie. Parce que je sais ce que c'est d'avoir peur d'un simple message, d'un nom qui s'affiche sur l'écran, d'un «peux-tu passer dans mon bureau» qui glace le sang. Je ne veux plus jamais me taire. Alors j'écris. Des articles anonymes, des lettres ouvertes, des témoignages. Je raconte, sans citer de nom, pour rappeler que ces histoires ne sont pas des exceptions, mais des avertissements. Et à chaque mot que j'écris, je sens que quelque chose se répare en moi. Ce n'est pas la vengeance qui me guide, c'est la mémoire. Parce qu'oublier, c'est lui redonner du pouvoir. Un jour, j'ai reçu un mail d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Elle m'a dit simplement « Grâce à ce que vous avez fait, j'ai osé partir ». Ce message-là, je l'ai imprimé et glissé dans la même boîte que la clé USB. Deux souvenirs du même combat, la peur et le courage. Depuis, chaque fois que je doute, je relis cette phrase et je me rappelle pourquoi j'ai résisté. Parce qu'au fond, ce que j'ai vécu n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de toutes celles qu'on a voulu réduire au silence. Et tant qu'une seule d'entre nous parlera, aucun de ces hommes ne sera vraiment tranquille.